Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Laurent-Pierre Gilliard, vous intervenez au cinéma L'Étoile de Saint-Médard-en-Val dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Mais avant cela, une annonce de notre partenaire et sponsor. Bonjour, je suis Eliane de Bookpage. Vous aussi, vous êtes d'accord, vous préférez réparer plutôt que remplacer. Chez Bookpage aussi. Alors, quand nos clients nous disent « J'ai encore déchiré une page de mon livre », c'est déjà la 3e fois. Évidemment, chez Bookpage, on lui a réparé sa page déchirée. Vous imaginez si on lui avait remplacé son livre à chaque fois ? Ça aurait fait 3 livres gâchés. Chez nous, on préfère éviter ça. Parce que depuis toujours, Bookpage s'engage à réparer vos livres. En 30 minutes, c'est réparé. Alors, une déchirure, prenez rendez-vous sur bookpage.fr. Maintenant vous le savez, tapez bien .fr. Et en plus, repartez avec un marque-page gratuit. Bookpage répare, Bookpage nettoie. Laurent-Pierre Gilliard, vous êtes directeur prospective et communication à Bordeaux Unitech et maître de conférences associé à l'ISIC, Université Bordeaux-Montaigne, et vous êtes également membre du collectif Les Hypermondes. Avec quelle casquette intervenez-vous ce soir après le film Blade Runner dans le cadre du festival Les Mycéliades ? J'interviens en tant que membre du collectif Hypermonde, puisque c'est un festival de l'imaginaire et on passe beaucoup de films de science-fiction dans lequel, après les projections, on raconte un peu l'histoire du film. Donc vous avez l'habitude d'intervenir dans ce cadre-là ? Sur toute l'équipe, oui. Et quelles sont les étapes de votre parcours qui vous ont conduit à vous intéresser aux technologies du numérique ? Mon métier, c'est la communication et la veille technologique. J'ai commencé petit avec la découverte de la micro-informatique dans les années 80. J'ai commencé par faire des jeux vidéo à une époque préhistorique. Et puis j'ai continué pour mes études. J'ai passé un master d'informatique, de génie logiciel. Et donc j'ai commencé pendant 15 ans de ma carrière professionnelle à être développeur, à créer une société, on n'appelait pas une start-up à l'époque, mais aujourd'hui ça s'appellerait une start-up, sur du développement de techno. Et ensuite, à l'arrivée d'Internet, j'ai fait une mutation, enfin un pivotage pour aller plutôt sur la communication, pour expliquer ce qu'on pouvait faire avec les technologies, leur compréhension, à quoi ça allait pouvoir servir, plutôt que du développement. Et puis j'ai changé le côté du miroir. Et dans quel secteur vous pratiquez maintenant ces savoirs ? Alors Unitech, la structure dans laquelle je travaille, c'est une association qui accompagne, c'est la plus grosse structure d'accompagnement des startups sur la région bordelaise. Donc on accompagne tous les ans 150 startups, donc des gens qui ont des projets de création d'entreprise, beaucoup qui sortent des labos de recherche de l'université ou des gens qui ont une idée de création de start-up. On va les accompagner de l'idée de la création à la création de la société, le test de leurs produits et puis après la vie du chef d'entreprise et du développement de leurs produits. Aussi bien dans le numérique, dans les sciences de l'ingénieur, donc là c'est des sujets sur des produits autour des lasers, de l'électronique, de l'énergie, et puis sur les sciences de la vie, là tous les projets liés au vin, à la viticulture, et puis à la santé. Énormément de projets de santé en ce moment. Alors pour revenir à la soirée pour laquelle vous êtes là ce soir, quels enseignements Blade Runner peut-il apporter à ceux qui travaillent dans le numérique aujourd'hui ? Ce film a toujours suivi un peu l'ère du temps de la technologie. Il est censé se passer à Los Angeles en 2019. Donc on a passé, on voit qu'on n'est pas tout à fait dans ce monde-là avec des voitures qui volent et puis des robots humanoïdes, mais avec l'arrivée des robots, de la robotique d'abord, et puis aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est machine, les rapports qu'on peut avoir aujourd'hui avec ChatGPT. Il y a beaucoup de sondages en ce moment qui montrent que beaucoup de jeunes utilisent ChatGPT ou une intelligence artificielle comme étant leurs copains, leurs petits amis ou leurs psy. Difficulté à trouver des psychologues, de prendre des rendez-vous, passage du Covid difficile pour certains jeunes. Et donc là, on a quelqu'un de totalement neutre, une intelligence artificielle qui va vous donner des réponses sur vos questions. C'est un côté sympa, puis c'est un côté qui pose problème parce que c'est une IA, c'est pas un psy. Et donc ce rapport à la technologie, on le retrouve dans ce film Blade Runner. Qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est machine, avec un niveau de robot humanoïde extrêmement avancé.
mais c'est probablement un des films qui interroge le plus sur le rapport entre la technologie et l'homme. Et vous vous attendez à quel type de réaction de la part du public suite à la projection ? Déjà, il me tarde de voir qui sera présent dans la salle, quel est l'âge des gens qui sont présents dans la salle, puisque le film est sorti en 82, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Oui. C'est un film qui est ressorti en 1992 dans sa version Director Cut, donc pas monté par les studios. Il y a une grosse différence entre la version de 82 et de 92 sur la compréhension justement de l'homme et de la machine. Et il était ressorti ensuite en 2007 dans une version définitive validée par Ridley Scott. Donc c'est un film qui est ancien, mais il y a eu un remake récemment, je crois. Alors il y a eu une suite. Ah, c'est une suite, c'est pas un remake. Il y a une suite par Gilles Villeneuve, mais dans son esthétique, j'ai pas l'impression qu'il soit si daté que ça. D'accord. Parce que justement, les créateurs, les concepteurs, designers, Ridley Scott s'était entouré d'une équipe vraiment de gens brillants qui ont imaginé un futur qui est un peu intemporel. Donc je suis curieux de voir qui sera dans la salle et comment est perçu ce film, si c'est perçu différemment d'il y a 10 ans, 20 ans, ou à sa sortie. Et plus largement, est-ce qu'il y a une technologie ou une innovation dans le secteur qui vous a particulièrement marqué ? Dans Blade Runner Non, plus largement dans les technologies du numérique. Alors bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est quand même un gros bouleversement. Toute nouvelle technologie qui arrive, il y a une courbe d'appropriation qui fait que quand elle arrive, tout le monde dit c'est génial, ça va changer notre vie. Et puis on se rend compte qu'elle est trop chère, elle n'est pas prête, il n'y a pas de besoin, et ça s'effondre. Et ensuite, on va avoir version 2, version 3, ça va mûrir et puis ça va rentrer dans les mœurs. Et ça prend du temps. La voiture autonome, par exemple, ou la réalité virtuelle, le métaverse, on en a beaucoup parlé. On n'en parle plus du tout maintenant. On est totalement dans le creux parce qu'on se rend compte que les casques sont trop chers, ils ne marchent pas. Voilà. Donc il y a toujours ces creux-là. Et puis il y a des technos qui arrivent et puis vraiment c'est une vague de fond. Le smartphone, les réseaux sociaux et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment, aujourd'hui c'est quelque chose aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans la vie de monsieur et madame tout le monde, qui est vraiment une vraie lame de fond. À mon poste professionnel, on voit passer des technos qui sont assez démentes, qui sont les technologies de demain sur transformer des biodéchets, des déchets alimentaires en plastique, en bioplastique, qui peuvent se recycler totalement. Des traitements de lutte contre le cancer qui sont absolument impressionnants pour les soins de demain. Donc il y a plein de choses qui arrivent. Ça tombe bien que vous parliez de demain, puisque ma question suivante, c'était si vous pouviez transmettre un message à la prochaine génération de professionnels du numérique et du tourisme, puisque j'ai vu que vous travaillez aussi un peu dans ce secteur-là, quel serait-il ? Peut-être 2 choses. Rester curieux et garder un esprit critique. Parce que je pense que quand on s'intéresse à tout ce qui est technologie, faut être curieux, parce que ça change en permanence. Moi, je me dis, mais je pensais jamais rester dans ce secteur aussi longtemps que ça, mais tous les 18 mois, tout a quasiment changé. Donc, c'est un boulot qui est remis à zéro pratiquement. Alors effectivement, il faut plutôt aimer le changement dans son travail, et pas préférer la stabilité tranquille. Et puis le deuxième, c'est vraiment travailler cet esprit critique. On arrive dans un monde où aujourd'hui, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire, c'est très difficile. On parle d'un film de science-fiction, on allait voir un film de science-fiction, c'était clair, on prend son billet pour aller voir de la science-fiction. Quand vous regardez les réseaux sociaux, les images aujourd'hui produites par des IA génératives, vous ne savez pas si c'est la réalité ou si ça est des images qui sont totalement inventées. Et à l'image, on ne voit plus si c'est vrai ou si c'est faux. Donc vraiment, cet esprit critique, ce recul qu'on peut avoir sur les technologies, il est vraiment important pour pas tomber dans soit je vais gober tout ce que je vois ou au contraire, soit je vais virer dans le monde du complotisme, de la remise en question et puis la terre est plate. Alors, j'avais pas prévu du tout de vous poser cette question, mais puisque vous en parlez, c'est un sujet qui nous préoccupe pas mal en bibliothèque en ce moment. C'est l'éducation aux médias et à l'information. Est-ce que c'est pas déjà un problème de ce point de vue-là, les IA ?
C'est une mission qui est noble et qui, là aussi, en termes de remise en question permanente, aujourd'hui, c'est pas simple parce que ça va très vite. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est la première fois, je pense, que dans l'histoire de l'humanité, où n'importe qui peut avoir la connaissance qu'il veut, relayée par quelqu'un de non-expert. Avant, quand vous voulez des informations, on allait voir une encyclopédie ou un expert qui vous parlait avec un langage que, sans faire d'études ou de long apprentissage, il fallait maîtriser. Là, vous demandez à votre IA de vous expliquer comment changer un moteur, comment créer ce que vous voulez. Il va vous le donner, puis vous lui direz, explique-moi simplement, je ne connais pas le sujet. Donc, ça veut dire que les gens qui vont être médiateurs auprès de jeunes, ils vont se retrouver face à le jeune et son IA qui va pouvoir tout lui dire. Mais derrière, il va falloir lui expliquer qu'elle va lui dire tout, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'on lui pose comme question. Parce que l'IA, c'est pas... on dit intelligence artificielle, c'est plus artificiel qu'intelligent. C'est une machine statistique qui, dans tout ce qu'elle a ingurgité, vous fait une synthèse. Mais si on lui demande un peu n'importe quoi ou on n'est pas très précis, il va y avoir des choses fausses. Donc apprendre aux jeunes, qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le faux, comment interroger la machine pour avoir des bonnes réponses, c'est aujourd'hui quelque chose de vraiment essentiel. L'enseignement, je pense, va changer, est en train de changer. On ne va pas poser à un étudiant, lui demander de faire une synthèse alors que son IA va le faire 10 fois mieux que lui ou que pas mal de monde. Mais réfléchir à qu'est-ce que je lui demande, comment je collecte mon information, comment je la trie, ce qu'il va me donner, comment je le trie, comment je le rassemble pour avoir quelque chose de pertinent. Là, il y a un vrai apprentissage et un travail de médiateur ou de pédagogue qui va vraiment beaucoup bouger. Je pense que sur le grand public, ça a déjà bougé, mais il faut que ça soit aussi... c'est toute la chaîne et les médiateurs, il y a du boulot. Oui, il y a du travail. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Selon vous, pourquoi faut-il, s'il faut, avoir peur des IA ? Il faut avoir peur et non peur des IA. L'IA ne fait que répondre aux questions que vous lui posez en connaissant de quoi elle est capable. Elle peut permettre aussi de fabriquer des fausses informations. Elle peut fabriquer des fausses informations, mais ça on le connaît depuis longtemps. Un marteau permet de construire une charpente ou permet de tuer quelqu'un. Donc ça reste un outil, une intelligence artificielle. Derrière, effectivement, c'est les questions que pose l'intelligence artificielle dont il faut avoir peur, craindre, avoir connaissance pour justement ne pas en avoir peur et rejeter tout, qui sont par exemple les biais. C'est en train de changer, mais l'intelligence artificielle, elle base sa connaissance, son intelligence entre guillemets, sur ce qu'on lui a fait ingurgiter. Donc en anglais, quand vous prenez 2 mots comme avocat et infirmière ou infirmier, c'est des mots qui sont non genrés. C'est lawyer et nurse, c'est ni homme ni femme. C'est le même mot pour homme et femme. Et il y a encore peu, quand vous demandiez une représentation de création graphique d'un lawyer, un avocat, c'était tout le temps un homme, plutôt âgé. Et une nurse, un homme ou une femme, c'était plutôt une femme, plutôt jeune. Donc tout simplement parce que ce qu'on lui a fait apprendre, c'était avec des photos de plutôt gars âgés, avocats, et plutôt femmes jeunes. Voilà, donc il y a des biais là-dessus, il y a des biais de représentation de genre, de blanc, de noir, etc. Parce que, voilà, en fonction de ce qu'on lui a appris, c'est ça. Après, il y a tout ce qui est autour de des images fausses. Là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il y a toutes ces dérives. Moi, j'aime bien régulièrement demander à ChatGPT ou ses équivalents quelles sont les limites de l'intelligence artificielle. Il est toujours très pertinent et transparent. Il n'a pas d'état d'âme, c'est une machine statistique. Les 10 réponses qu'il vous fait, en général, il y en a une dizaine. C'est toujours très pertinent sur les biais, les erreurs qu'il peut faire en fonction de ce qu'on lui demande, le bilan carbone, parce que tout ça bouffe une quantité d'électricité monumentale. D'ailleurs, on l'a vu récemment face à un OpenAI ChatGPT qui consomme énormément de ressources et d'énergie. DeepSeek, une intelligence chinoise. Alors on se dit toujours
Ça vient de la Chine. D'ailleurs, marrant, si vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé sur la place Tiananmen, il ne répond pas. Il dit qu'il n'a pas l'information. Mais c'est du open source, donc tout le monde peut voir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la machine. C'est beaucoup plus transparent. Et puis surtout, ça a été développé avec beaucoup moins de moyens et ça va taper dans beaucoup moins de ressources. Ça se comprend aussi parce que une intelligence, je prends souvent l'exemple quand vous passez à un péage, vous rentrez dans un parking, la caméra qui analyse votre plaque, c'est de l'intelligence artificielle. Elle n'a pas besoin de connaître toute la connaissance du monde pour reconnaître une plaque d'immatriculation. Donc on pourrait faire ça avec ChatGPT, mais c'est prendre des ressources monumentales, électriques, impact CO2, par rapport à quelque chose qui a besoin de beaucoup moins de ressources. Donc, je suis très éloigné de la question, mais sur de quoi doit-on avoir peur ? Il y a un philosophe, Jean-Georges, je crois son prénom, Ganassia, qui a écrit un bouquin qui était déjà au sujet de l'intelligence artificielle il y a plus de 10 ans, et qui lui disait qu'il faut faire attention aux discours qui sont soit hyper positifs, soit hyper négatifs, parce que très souvent, le hyper positif va vous chercher à vous vendre des produits, en disant « Regardez, si c'est bien, achetez mon produit ». Ceux qui vous font peur, ils vous évitent d'aller vers ça, parce qu'en général, ils ne sont pas prêts. Exemple, Elon Musk, il y a quelques années, disait « Attention, l'intelligence artificielle, c'est la fin du monde ». Tout simplement parce que son IA n'était pas prête. Oui. Maintenant qu'elle est prête, il a un discours radicalement opposé. Ganassia disait que il faut faire attention au tout positif, au tout négatif, parce que derrière, très souvent, il y a une idéologie politique qui est acheter mes produits et surtout, j'en profite en vous faisant peur ou plaisir de masquer le vrai souci qui est je suis en train d'un peu piller vos données personnelles. Tout ce que vous alimentez, tout ce que vous donnez à votre intelligence artificielle, toutes les questions que vous posez, ça vient alimenter l'intelligence artificielle, donc le business du fournisseur de solutions. Je vais revenir un peu à vous, et puisqu'on est dans une bibliothèque, y a-t-il dans votre parcours personnel un souvenir particulier lié aux bibliothèques ? J'ai toujours pas mal lu, et en première, j'ai une prof de français, c'était vraiment pas mon fort, le français, qui nous a imposé de lire. Elle nous a donné une liste de bouquins en nous disant il y a la bibliothèque du lycée, il y a la bibliothèque, j'étais à Mérignac, il y a la bibliothèque qui est disponible. Là, ça a été la révélation, une ingurgitation de bouquins. Et puis plus tard, quand j'ai eu mes enfants, j'habite à côté de la bibliothèque du jardin public et on était une fois par semaine à la bibliothèque du jardin public pour emprunter un stock de livres que mes deux enfants ont ingurgité et sont toujours des très gros lecteurs. Donc beaucoup de souvenirs liés aux bibliothèques. De très bons souvenirs. Alors pour terminer, une question qu'on pose à tous nos invités, et là c'est dans l'absolu, vous pouvez répondre ce que vous voulez. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Alors 3 choses que j'aime. Facile, la science-fiction. Je vais élargir la science-fiction et la technologie. Parce que y a quand même un rapport et je suis quand même assez fan des deux. Dans les choses que j'aime, le cinéma, très clairement, pas que celui de science-fiction. Oui. Je suis un fan d'Alfred Hitchcock. Et puis, en 3e, qui devrait être en premier, c'est mes proches, ma famille, passer du temps avec mes proches. Ça reste toujours, d'autant plus que maintenant, les enfants étant plus grands, ils sont plus loin, donc c'est encore plus indispensable. Et 3 choses que je n'aime pas. Probablement en ce moment, une société qui fait plus trop société. On a l'impression que si on n'est pas tout noir, tout blanc, avec des opinions hyper tranchées, il n'y a pas de possibilité. L'individualisme face à un collectif, donc ça, je trouve ça très moyen. Je sais pas ce que j'aime pas d'autre. On peut s'arrêter là, c'est pas très grave. C'est bien d'avoir un seul... Alors par contre, je vais rebondir sur ce que vous n'aimez pas. Est-ce que vous pensez pas que peut-être les nouvelles technologies, elles ont un rôle important dans le fait que la société est en train de vivre ce que vous avez décrit ? Clairement, parce que ce qu'on avait vu comme une liberté d'expression, les réseaux sociaux notamment, on est en train quand même de se dire... pour des anciens comme moi, des technos qui ont vu arriver la micro-informatique, le début d'Internet avec l'idéologie qu'il y avait derrière, tout le monde a accès à de l'information.
On se rend compte que maintenant, c'est quand même un gros outil de propagande, bien huilé. Ce qu'on voyait comme étant un outil qui allait permettre, on a beaucoup parlé de l'utilisation des réseaux sociaux dans les révolutions du printemps arabe. On se rend compte que maintenant, c'est quand même un outil de propagande monumental, que les gens n'ont pas du tout conscience encore maintenant que ce qu'ils leur est proposé dans leur mur Facebook ou Twitter, c'est pas ce qu'en voient leurs amis, c'est un algorithme choisi par Facebook, si on prend que l'exemple de Facebook, qui va plutôt taper sur des générations un peu plus âgées. Il n'y a plus de jeunes sur Facebook maintenant, mais c'est pareil sur TikTok. Je teste toujours régulièrement de regarder sur du TikTok ou du Instagram, sans même aller choisir un sujet qui n'est pas un sujet qui m'intéresse. Avant, on allait dessus et l'algo se modifiait, vous renvoyait des données. Maintenant, il suffit de scroller et de mettre un moment d'hésitation, un dixième de seconde, genre ça peut m'intéresser, j'y jette un coup d'œil et je continue à scroller, que l'algo va se rerouter et va vous amener un peu plus de trucs. Et il suffit d'avoir regardé mais un temps d'arrêt ou aller consulter 2 vidéos d'un sujet quelconque, les chats, les accidents de voiture ou la terre est plate, et pof, l'algo vous abreuve de ce truc-là. Donc c'est une machine de propagande qui commence à être pas très très cool, je trouve. Ok, c'est un peu inquiétant, mais bon, on va se quitter là-dessus quand même. Merci beaucoup. Désolé pour cette fin noire. J'espère avoir tort. Moi aussi. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.